Si je vous dis « Salut, je m'appelle William, j'écris un bouquin et je fais des vidéos dans lesquelles je parle d'écriture ». Bon bah c'est une phrase chiante, alors vous captez que c'est pas intéressant, à lire c'est pas stimulant, c'est chiant. Par contre c'est plus compliqué de mettre le doigt précisément sur ce qui en fait une phrase chiante. En l'occurrence là ça tient surtout au fait qu'on a de la répétition avec écrit, écriture, avec tous les jeux, ça et on a parlé et faire qui sont des verbes vachement plats, la structure est pas très folle non plus, mais tout ça c'est pas dramatique parce que je suis en train de vous parler de vive voix. En tout cas je suis en train de parler à ma caméra de vive voix. C'est de l'oral, vous sentez que c'est semi-improvisé, donc ça vous choque pas trop. Mais si c'était une phrase dans un livre, ce serait une autre histoire. Salut, je m'appelle William, je suis auteur et éditeur, et aujourd'hui on va essayer de donner du peps à nos phrases. Le rythme, qu'est-ce que ça désigne dans le monde de l'écriture? Plein de choses. Ça peut être la longueur des mots, des phrases, des paragraphes, ça peut être la musicalité, la façon dont vous jouez avec les sons, ça peut être la ponctuation, plus largement tout ce que vous utilisez pour découper votre narration. En gros, c'est la façon dont vous structurez votre texte pour rendre sa lecture plus fluide, ou, si vous en avez besoin, plus laborieuse, plus saccadée, ou plus lente. Et le rythme, on peut s'en servir pour rendre un texte plus intéressant. En gros, l'idée, ça va être de faire en sorte que ça colle à ce que la narration essaie de communiquer. Vos personnages s'ennuient, vous écrivez des phrases qui sont longues, qui s'étirent, et qui s'étirent, et qui s'étirent encore. Vous êtes sur une scène d'action, des phrases courtes, des mots courts, des sonorités qui ont de l'impact. Vous êtes en train de décrire un héros qui s'épuise à la tâche, qui s'acharne, qui morfle. Et bah vous mettez une phrase avec plein de virgules et avec des connecteurs et vous le faites à outrance. Vous faites en sorte que le lecteur puisse pas en voir le bout de son paragraphe, qu'il ait l'impression lui aussi de galérer à avancer dans ses phrases. Bon, pour un exemple concret, on va regarder un peu ce que moi j'écris et on va voir si ça colle. Le choc survient avant que Sheol puisse tenter une quelconque manœuvre. 90 degrés viennent s'ajouter à l'angle latéral de la belle épave. Mignot est projeté contre un panneau de commande, Mante est projeté contre Mignot. Lorsque le pilote parvient à redresser l'engin, l'équipage a écopé de quelques bleus. Là, le problème, c'est que le choc dont je parle se ressent pas dans le texte. Pourquoi? Parce que le rythme ne suit pas. Ces deux phrases-là, elles sont trop longues et trop propres, donc on va essayer de les retravailler un peu. Un choc sec, avant même que Sheol ait pu tenter une manœuvre. L'angle latéral de l'épave gagne 90 degrés. Là, les phrases sont plus courtes, la première est même assurée par les virgules au début, ça donne un aspect plus violent, on sent un petit peu le chaos. La forme colle à ce qui est dit. Et pour la suite, par contre, ça fonctionne déjà très bien. On a des mouvements bien nets avec le découpage de cette phrase-là, et ensuite, quand le vaisseau est redressé, on revient à une phrase plus longue et plus fluide, c'est un retour à la normale. Mais il y a un autre truc intéressant dans cette phrase, que je remarque en écrivant cette vidéo, c'est que j'ai utilisé le terme écopée. Pourquoi ça me fait tiquer? Parce que le roman que j'écris, Odyssée, se déroule dans un univers où on utilise un vocabulaire nautique pour parler de tout ce qui tourne autour de la navigation spatiale. Et écoper, à la base, ça veut dire virer de l'eau qui s'accumule dans un bateau, généralement parce que le bateau en question est en galère. Et ça me fait une transition toute trouvée pour mon deuxième point. Pourquoi est-ce que le vocabulaire c'est magique? Parce que le vocabulaire c'est pas juste connaître des mots alambiqués pour gagner au Scrabble. Pétrichor, lantiponé, cuistre. Alors c'est très bien d'avoir beaucoup de vocabulaire en stock, ça peut toujours servir, mais là je parle surtout de savoir quand et comment l'utiliser. Si on maîtrise ça, même avec un vocabulaire plus limité, on peut quand même faire quelque chose de plus intéressant que quelqu'un qui déblatère des mots compliqués sans vraiment se soucier du sens qu'il met derrière. Le pétrichor sourdait dans la glèbe où affleuraient déjà quelques drageons, qui à la postérité du cuistre lantiponant alloueraient subsistance et commodité pécuniaire. Bon bah je sais pas vous, mais moi si je dois sortir un dictionnaire et un manuel de botanique 3 fois par phrase, je vais vite décrocher. Donc la qualité d'une phrase, quand on parle de raconter une histoire en tout cas, elle dépend pas nécessairement de la complexité de son vocabulaire. La question qu'il faut se poser en réalité, c'est qu'est-ce que le vocabulaire que j'ai peut apporter à cette phrase. C'est comme pour le rythme, le but ça va être de trouver un mot, de trouver une formulation qui va venir enrichir le sens. Le ton d'une scène, le caractère d'un personnage, l'ambiance de votre univers. Alain Damasio, c'est un auteur qui fait des choses très cool à ce niveau-là, donc j'avais pioché quelques exemples chez lui. Si on prend Ma cafetière roucoule déjà, qu'est-ce que ça vous évoque? Quelque chose de cosy, de réconfortant. S'il avait choisi d'écrire Ma cafetière grogne déjà, tout de suite on aurait eu une vibe plus dérangeante, plus usante, plus agressive. On est lundi matin et vous avez mal dormi. Pourtant les deux phrases décrivent strictement la même chose, mais le vocabulaire qu'on utilise a un impact sur le ton de la scène et sur ce que le lecteur va ressentir en la lisant. La cafetière chantonne déjà, on a un ton jovial. La cafetière soupire déjà, c'est un ton mélancolique, un ton fatigué. Et pourtant le sens reste le même. Et c'est même pas quelque chose de compliqué, à ce niveau-là on peut même pas vraiment parler de figure de style ou de métaphore. C'est juste de la description, mais c'est de la description bien choisie. Mais, je le disais plus tôt, ça peut aussi servir à développer le caractère d'un personnage, ou alors votre univers. Ou mieux encore, faire d'une pierre deux coups. Dans la Horde du Contrevent, tout tourne autour du vent. Et comme c'est un roman qui est narré depuis le point de vue de ses personnages, le vocabulaire que Damasio choisit, le vocabulaire que ses personnages choisissent, ça dit quelque chose sur ces personnages et sur leur univers, parce qu'on voit comment cet univers, comment leur univers, affecte leur façon de percevoir et de comprendre ce qui les entoure. Donc quand la Horde se balade, vu que leur quotidien c'est le vent, qu'ils pensent vent, qu'ils vivent vent, ça joue sur leur phrasé.
Ils divulguent pas une tactique, ils l'éventent, ils voient pas des grimaces sur les visages, ce qu'ils disent ouais c'est des spirales. Et on leur remonte pas le moral, on leur regonfle la voile. Par contre, il y a tout un pan du bouquin où, au lieu de devoir progresser contre le vent, ils se retrouvent à devoir traverser tout un bout de mer à la nage. Là, ils sont hors de leur élément. Donc, le vocabulaire que Damaso utilise, que ces personnages utilisent, ils s'adaptent. Quand ils sont encore en forme, leurs muscles sont pas détendus, ils sont fluides. Leurs repères, ils sont pas flous ou effacés, ils sont dilués. Et après une dure épreuve, les rires se propagent pas dans la troupe, ils cascadent. Bref, il y a toujours mille et une façons de dire une même chose, et il y en aura toujours une qui pourra servir votre phrase mieux que les autres, et surtout qui pourra rendre votre phrase moins chiante. Bon, jusque-là, j'ai surtout parlé d'effets, de trucs qui vont faire que la forme de votre texte va correspondre à son fond. Mais là, on va oublier les effets, et on va aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel quand on écrit, c'est crucial parce que c'est ce qui va rendre le texte plus dynamique, plus fluide, plus agréable à la lecture. Il y a plusieurs moyens de faire ça, par exemple on peut faire sauter tout ce qui est redondant, tout ce qui se répète en termes de sens. Si on a « il claqua violemment la porte » par exemple, on n'a pas besoin de notre adverbe, une porte qui claque, le lecteur sait que c'est violent, hop, ça peut sauter. On peut aussi faire ce que je vais appeler condenser des éléments. Tenez, un bon moyen de savoir si on a bien choisi un verbe, c'est de regarder s'il fonctionne tout seul. Si on a besoin de 36 adverbes et d'adjectifs derrière, c'est sûrement qu'il y a un verbe qui peut mieux fonctionner. Il courut vers elle, sans attendre, d'un pas haletant. C'est poussif, non? Surtout si on se rappelle cette histoire de rythme, là on communique aucune vitesse, aucune urgence, donc qu'est-ce qu'on fait? On change le verbe. Il se précipita vers elle. Une phrase n'a pas besoin de longueur ou de complexité pour être efficace. Alors ça veut pas non plus dire que toutes vos phrases elles doivent faire sujet, verbe, complément, point, mais simplement qu'il faut pas confondre complexité et qualité. Et on peut avoir besoin de phrases plus longues ou plus laborieuses de temps en temps, mais il faut que ça ait un sens. Stephen King, c'est un mec qui maîtrise ça très bien. On sait qu'on va dire, le mec est un auteur mythique, mais regardez comment il écrit ses paragraphes. Une balle de baseball salement coupée nous est arrivée dessus. Andy s'est retourné comme un chat. Il l'a attrapé au vol. Un geste dont Frank Malzone aurait été fier. Et il l'a envoyé d'où elle était venue. D'un petit mouvement du poignet, rapide, sec, l'air facile, mais la sauce y était. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des phrases très simples en apparence. King, il va à l'essentiel. Et la balle de baseball arrive pas à pleine vitesse, ça aurait été superflu. Le geste n'est pas impressionnant, parce que si Frank Malzone en aurait été fier, ça nous donne déjà cette information-là. Le lancer a pas l'air d'une facilité déconcertante, Andy renvoie pas la balle comme s'il avait passé sa vie sur un diamant, non, il donne juste l'air d'être facile. Tout est bref et efficace, pas de fioriture, pas de répétition. Après ça c'est le style de Stephen King, c'est très épuré, on peut toujours faire des choses très sympas en s'en éloignant. Mais il faut juste retenir que faire simple et efficace, c'est une valeur sûre. Et un autre truc qui fait que ce paragraphe fonctionne bien, et là j'en viens à mon histoire de clé de voûte. Clé de voûte. Une clé de voûte, qu'est-ce que c'est? Et bah ça vient d'une autrice qui s'appelle Janet Fish, qui dit que toutes les phrases d'un roman devraient comporter un power word, c'est-à-dire un mot qui va surprendre le lecteur. Ça peut être un mot atypique, ça peut être un mot qui dénote par son registre, par son ton, par sa langue, ça peut même être un néologisme, un mot que vous avez inventé, ou un mot mal orthographié pour une raison ou une autre. En gros, c'est l'élément qui va donner du sel à votre phrase, qui va stimuler le lecteur. Et on n'a pas vraiment d'équivalent de power word en français, donc dans ma tête j'ai traduit ça par clé de voûte. Uno parce que mot puissant c'est très laid, deuxio parce que c'est ce que clé de voûte veut dire, et troisio parce que le terme clé de voûte, c'est une super clé de voûte. Est-ce qu'on va vraiment en caser un dans toutes nos phrases? Non. Au bout d'un moment, ça risquera de faire un peu lourd. Mais si on prend le paragraphe de King, hop, regardez-moi ça, en quelques lignes, on a déjà 3 clés de voûte. Salement coupé, qui saute aux yeux parce que c'est un terme spécifique au sport, Frank Malzone, c'est un nom de célébrité, et la sauce qui se démarque parce qu'on a un écart de registre. C'est inattendu, donc ça va piquer l'attention du lecteur. Et vous savez quoi? Tout le vocabulaire un peu excentrique qu'on a vu plus tôt, c'est une mine d'or de clés de voûte, parce que les mots un peu tirés par les cheveux, c'est justement des mots qui vont faire tiquer le lecteur. Donc si vous avez des mots un peu savants en stock, pétrichor, c'est à ça qu'ils peuvent servir. Pas en gros bloc pour assommer le lecteur, mais par petites piqûres tarabiscotées pour l'intriguer. Bon bah c'est déjà pas mal, non? Le rythme, le vocabulaire, les clés de voûte, si vous intégrez déjà ne serait-ce qu'un ou deux de ces trucs-là dans vos phrases, vous verrez qu'il y aura déjà directement un déclic. Vos textes seront plus accrocheurs, plus agréables à lire, bref, ils auront plus de peps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire, etc. Et peut-être que j'essaierai de faire d'autres vidéos autour de tout ce qui est style d'écriture. Vous pouvez vous abonner à Page Zéro, c'est une chaîne où on parle de lecture, d'écriture, de livres de façon générale. Et si ça vous intéresse, si vous voulez soutenir, il y a un Buy Me a Coffee dans la description, et d'ailleurs merci à tous ceux qui m'ont déjà offert une boisson chaude. Moi je vous dis à la prochaine, et bon courage si vous écrivez vous aussi, portez-vous bien, ciao.